Bonsoir Aziz. Bonsoir. Bonsoir, effectivement, depuis Dakar. Alors Aziz Sni, entrepreneur, homme public, homme politique, une riche carrière déjà qui a commencé dans la souffrance, car à Mantes-la-Jolie et bien ailleurs, l'ascenseur était en panne, comme tu le disais déjà en 2005 pour ton premier livre. Tu as pourtant persévéré pour sortir de Mantes-la-Jolie, du Val-Fouré, quartier connu pour être des plus difficiles. Et quel souvenir gardes-tu aujourd'hui de cette période? C'est un souvenir partagé. Le souvenir d'abord, les bons souvenirs, la vie en famille, malgré tout. Nous n'avons pas manqué d'amour. Mon papa, Dieu et son âme, là où il est, nous a donné, essayé de nous donner, comme beaucoup de ces immigrés arrivés pour reconstruire la France, quelques valeurs, des valeurs de travail, des valeurs de famille, des valeurs de respect de l'autre, des valeurs aussi du respect du pays qui nous a accueillis pour nous donner ce qu'il espérait, c'est-à-dire un avenir meilleur à une époque où le Maroc était encore très, pas très développé. Et puis bien évidemment aussi le côté les souvenirs un peu moins faciles, les fins de mois un peu difficiles, un environnement bétonné, peu d'accès à la culture, peu d'accès aux loisirs, les grandes vacances passées au quartier avec un ballon de basket ou avec les copains à essayer de refaire le monde en rêvant de ce que pourrait être notre vie demain. Et donc Mais, voilà, c'est des mais souvenirs. tu as bravé tout ça, tu as quitté Mantes-la-Jolie pour Paris, pour les études, et tu as essayé de prendre donc l'ascenseur social, mais il était en panne. L'ascenseur social était en panne pour moi, il l'était pour beaucoup d'autres, il l'est encore, l'ascenseur social est toujours en panne, mais effectivement, j'ai essayé de me prendre en main. C'est pas donné à tout le monde. Statistiquement, c'est 60% des enfants d'ouvriers deviennent ouvriers à leur tour. Faut pas l'oublier, je ne suis pas la norme, je suis une erreur statistique, je vais me le répéter. En France, la reproduction sociale est extrêmement pesante. On a, comme je viens de le dire, des ouvriers qui se reproduisent entre eux. De l'autre côté, on a des élites. 50% des énarques sont enfants d'énarques, donc on a une reproduction des élites. La France du mérite, la France du travail, il y a un rêve américain, il n'y a pas encore un rêve français. Alors, dans ton premier livre, quelques anecdotes pour décrire un peu la discrimination dont tu souffrais déjà. Donc, même au sein de ta famille, vous êtes frères et sœurs, mais tu es le seul à être né au Maroc. Même entre vous, de temps en temps, quand tu les énerves, eh ben, ils te rappellent tes origines. Oui, c'est surtout mon frère qui a une année de moins que moi, on était très proches. Et moi, j'étais l'arabe parce que j'étais né au Maroc. Je suis né à Khouribga, à l'hôpital de l'OCP, et lui est né à l'hôpital de Mantes-la-Jolie. Donc ça faisait une différence. Lui était français, moi pas. Et je n'ai pas été français jusqu'à l'âge de 22 ans, date à laquelle j'ai demandé ma naturalisation. Mais c'est une chance parce que j'ai eu la chance de choisir. Beaucoup n'ont pas choisi ce qu'ils voulaient être. Sont nés avec leur nationalité sans avoir choisi. Moi, je suis passé par une phase où j'ai dû passer par ça, me poser la question, l'introspection, qu'est-ce que je suis et qui je suis. Et demander une nationalité, c'est pas juste demander un bout de papier, c'est vraiment une démarche très profonde et une introspection avant de la transformer. Et donc, je suis passé par là. C'est une chance, ça m'a permis de me construire. Mais effectivement, les petites blagues, tais-toi ou je te fais expulser, oui, j'y ai droit. Et dans la vie professionnelle, ça n'a pas été facile aussi. Ta première entreprise était une entreprise de transport et tu as dû te bagarrer aussi pour te faire une place. Oui, ça n'a pas été facile parce que j'ai eu une idée qui est partie sur le papier, de mettre en place. Alors il faut recontextualiser pour les moins de 20 ans. On est à une époque où les secteurs des taxis n'ont pas de concurrence. Uber, Captain, Hitch, tout ça, ça n'existe pas encore. Et je me dis sur une idée, un mixte d'un concept que j'ai vu à la télé qui se passe en Suède, mais aussi des taxis collectifs marocains, parce que c'est parti de là aussi que j'utilisais l'été en allant au Maroc. Je me suis dit, il y a un mixte à créer là, et j'ai créé cette première société de transport de personnes qui s'appelait ATA, et qui œuvrait sur le secteur des transports avec un positionnement très clair, plus rapide qu'un bus et moins cher qu'un taxi, c'était le slogan. Voilà, c'est une idée
une idée de génie, je dirais. Ça a marché, ça s'est agrandi. Et puis, avec l'âge, avec aussi les expériences, tu as sorti dans ton deuxième livre où là, tu donnes des conseils aux jeunes entrepreneurs. Oui, l'idée, c'était surtout de partager cette expérience. On parle souvent des quartiers politiques de la ville, des banlieues, comme étant des endroits négatifs, qui occupent plutôt la colonne fait divers que les pages économiques des journaux. Et je me suis dit qu'il y avait une possibilité de transmettre. Et souvent, on me disait, mais est-ce que vous êtes tout seul? Parce qu'on entend beaucoup parler de vous, mais est-ce que vous êtes tout seul? Et j'ai voulu démontrer qu'en fait, non, j'étais peut-être un peu plus médiatisé que les autres, mais qui avait de très très belles réussites en banlieue. Donc à travers 10 parcours, 10 entrepreneurs, ça va de l'auto-entrepreneur à Malani Koné, à des gens comme Rodolphe Pedro, qui sont d'excellentes et de très belles réussites. Là, on parle du milliard d'euros en gestion. J'ai voulu, avec toutes les origines, des Noirs, des Blancs, des gens d'origine maghrébine, des auto-entrepreneurs, des hommes, des femmes, j'ai voulu montrer qu'à travers ces parcours, on pouvait tirer 10 commandements. Alors, je ne suis pas Moïse, je n'avais pas vocation à conduire le peuple élu des banlieues vers les terres promises de la réussite, mais l'idée, c'était quand même de transmettre quelque chose de positif et puis de faciliter un peu ce parcours, de dire bah, finalement, moi, je me suis battu, d'autres se sont battus un petit peu dans leur coin, et dont ceux qui arrivent à faciliter un petit peu, si, avec quelques modestes conseils, tirer des expériences. Donc des choses qu'on n'apprend pas forcément dans des écoles, en centre de formation, en école de commerce, mais vraiment inspirant de parcours de gens qui se sont débrouillés, pour ne pas utiliser un autre mot. Alors, je voudrais revenir sur des termes qu'on entend beaucoup, discrimination, racisme. Est-ce que les choses vont s'améliorant ou est-ce qu'on avance d'un pas pour reculer de deux pas? Dans le domaine économique, vraiment, c'est le domaine qui estompe le plus les différences. Si vous avez un bon produit, un bon service, l'argent n'a pas d'odeur, l'argent n'a pas de couleur. Donc, si votre produit et votre service est intéressant, on ne regardera pas, on ne fera pas de réelle discrimination. Maintenant, si on rentre un petit peu plus, effectivement, en matière d'emploi, en matière de recrutement, beaucoup a été fait, mais il reste beaucoup à faire. Les entreprises ont fait beaucoup, mais il reste beaucoup à faire. Les statistiques sont là, elles sont parlantes, mais j'ai très longtemps milité pour le côté moral. Il faut recruter la diversité parce que c'est bien, parce que c'est moral, parce que c'est républicain, parce que. Et j'ai laissé tomber le discours avec l'expérience, j'ai laissé tomber ce que j'appelle l'argument du cœur. Aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites, recruter dans la diversité, avoir des hommes et des femmes dans des équipes, avoir des gens avec des parcours différents, avec des handicaps, avec bien sûr des origines, voire des religions différentes, eh bien, c'est source de productivité. Donc, c'est de la performance économique. Donc, ce qu'il faut, l'argument pour moi aujourd'hui auprès de mes pairs, PAIRS, auprès des entrepreneurs, c'est de leur dire ne recrutez pas parce que c'est moral, recrutez parce que c'est bon pour votre compte d'exploitation, parce que c'est bon pour la performance. Et je crois que c'est cet argument qu'il faut utiliser, surtout en période de crise, parce qu'entre nous, et on va se parler très franchement, là, les entrepreneurs, ils ont la tête ailleurs, ils doivent sauver leur boîte, ils ont des problèmes de trésorerie, ils se demandent comment demain va être fait, donc il faut les aider aussi. Donc il faut essayer de créer des convergences. D'un côté, on a des gens qui souffrent un petit peu plus de discrimination et d'égalité des chances à accéder à un emploi. De l'autre, on a des entreprises qui ont besoin de performance. Il faut qu'on trouve un point commun, et ce point commun, c'est la performance économique. Recruter dans la diversité, composer des équipes diverses, c'est bon pour le compte d'exploitation. Est-ce qu'on peut trouver cela dans la France d'aujourd'hui, dans l'Europe d'aujourd'hui? Dans l'Europe d'aujourd'hui, je ne vais pas m'exprimer sur les autres pays. Je ne connais pas très bien l'Allemagne, l'Italie ou même la Belgique. Par contre, en France, je crois que le temps est venu pour cela. Je crois que les entrepreneurs, les entreprises et même nos politiques sont mûrs pour entendre qu'il faut aller dans ce sens-là. Parce que la discrimination, l'inégalité des chances, mettre des gens de côté, c'est construire le terreau de tous les maux, MAUX, de toutes les difficultés sociales qu'on a derrière. Bien évidemment, on pense aux banlieues d'où je viens, on pense au radicalisme qui prospère, on pense à toutes les formes d'extrémisme politique ou religieux qui prospèrent sur cette exclusion. Donc il faut faire de l'inclusif.
mais de l'inclusif pas n'importe comment, de l'inclusif performant, de l'inclusif dans l'intérêt de tous. Il faut vraiment que les intérêts soient convergents et défendus de part et d'autre. Alors, le troisième livre où tu annonces que l'ascenseur est toujours en panne, mais il y a beaucoup de monde dans les escaliers. Donc, c'est un peu la bagarre, c'est un peu que le meilleur gagne. Bon, c'est un peu que le meilleur gagne, mais ça a toujours été. Tu sais, l'histoire de l'humanité, ce n'est que de l'adaptation. C'est du darwinisme appliqué. C'est celui qui s'adapte le plus vite et le plus rapidement qui survit. C'est pas le plus fort, le plus intelligent. Donc la bagarre, oui, la vie est une bagarre. Il y a une compétition, on sélectionne pour une place, pour un CV. Dans le sport, la compétition entre les équipes, c'est ça la compétition. Mais c'est donner l'égalité des chances, c'est partir sur les mêmes bases pour qu'on puisse traiter chacun de manière équitable. Pas égalitaire, équitable. C'est un petit peu différent. Donc oui, la situation est encore plus grave. Elle va l'être d'autant plus avec cette crise économique qui découle de cette crise sanitaire. Donc oui, la situation, elle est, j'ai envie de dire, pire aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Et ce n'est pas moi qui le dis, on peut aussi reprendre les études de l'Institut Montaigne, par exemple. Alors, tu as choisi d'aller en Afrique. Hein, ce n'est pas pour faire du tourisme que tu es en Afrique actuellement, mais c'est pour investir et t'investir. Oui, on dit pudiquement sortir de sa zone de confort. J'avais très envie d'aller faire autre chose ailleurs. Ça ne veut pas dire que je suis parti de France. J'y habite encore. J'habite en région lyonnaise maintenant. J'ai quitté la région parisienne. J'habite en région lyonnaise. La France est mon pays aussi. Et investir en Afrique, ça me tenait à cœur parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire et avec une dimension impact social. C'est-à-dire qu'on peut gagner de l'argent en faisant du bien et en aidant à développer localement ces pays. J'ai choisi le Sénégal, j'aurais pu choisir un autre pays. Je suis tombé amoureux de ce pays et j'ai choisi d'en faire ma base avec un projet qui s'appelle C'est mon taxi. Il y a un site internet pour ceux qui nous écoutent qui s'appelle www.c'estmontaxi.com. Je propose de former des jeunes diplômés au chômage au métier d'entrepreneur taxi et de financer des taxis écologiques pour qu'ils puissent exercer, être propriétaires de leur outil de travail et gagner leur vie. Donc, c'est contribuer à la fois à aider des jeunes à s'installer, à devenir entrepreneurs. Ça a un impact écologique puisque les véhicules ont un impact sur la pollution qui peut y avoir en particulier liée à l'émission de gaz de ces véhicules et des infrastructures de transport. Et puis, ça contribue aussi au tourisme local puisque le taxi est un acteur de ce secteur. Donc voilà, tout ça, ça me plaît beaucoup et puis ça me permet de découvrir aussi un continent dont on ne sait pas, finalement pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on a appris à l'école dans notre parcours d'éducation nationale sur ce vieux continent, sur sa structuration, sur ses ethnies, sur son histoire, sur sa culture? Pas grand-chose. Eh bien moi ici, je suis retourné à l'université il y a 2 ans, j'ai pris des cours de sociologie, je me suis mis un petit peu à la langue pour découvrir un peu une toute petite partie de l'Afrique, parce qu'il n'y a pas une Afrique, mais il y a des Afriques, et l'Afrique de l'Ouest n'est pas l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud n'est pas l'Afrique du Nord. Et donc moi je suis quelqu'un qui aime l'autre, avec un grand A, qui aime l'être humain, je suis un humaniste profond, et ça me permet de découvrir aussi cette partie de la planète et j'en suis très très content. Ça me rend vraiment heureux. Est-ce dire que c'est l'avenir de l'humanité, l'Afrique? L'Afrique est plus que l'avenir de l'humanité, c'est déjà le présent. Si j'en juge par la présence des Chinois, si j'en juge par l'intérêt des Européens, si j'en juge par la réflexion que portent les Américains à ce continent. L'Afrique, en France, on fait de beaux débats, de belles conférences sur l'Afrique, continent de demain. C'est pas le continent de demain, c'est déjà le continent d'aujourd'hui. Et il y a une approche à avoir, une humilité à avoir, en particulier vis-à-vis de la France. L'Afrique n'attend plus l'Europe. Aujourd'hui, l'Afrique est draguée, sollicitée par les Turcs. L'Afrique, c'est aussi l'Afrique entre elles. Les Marocains sont très présents dans le secteur de l'assurance, par exemple, des phosphates. L'Afrique n'est plus en dépendance ou en admiration vis-à-vis de l'Occident. Donc, il y a une posture nouvelle à apprendre de la part des Européens, de la part des Français en particulier. Et il faut s'adapter parce que la concurrence est rude et le monde ne nous attend pas.
Alors, avec tout ce que tu dis pour l'Afrique, aujourd'hui, il y a une course vers le vaccin et peut-être le seul continent qui n'a pas encore reçu de vaccin est l'Afrique, à exception faite du Maroc. Est-ce normal? Non, je trouve que c'est pas normal. J'aurais aimé, et c'est là où on voit la limite de l'intelligence de l'humanité. Pandémie mondiale, la réponse aurait dû être mondiale. On aurait dû avoir une organisation internationale. On aurait dû mettre en commun les moyens de production, de réflexion et de production du vaccin. On n'aurait pas dû faire un peu d'égoïsme à la course des nations à ce vaccin. C'est un peu égoïste. Bien sûr qu'il y a un enjeu financier. Il faut qu'il y ait un enjeu financier. C'est pas mon sujet. Je dis simplement que celui qui sait doit aider celui qui ne sait pas et celui qui a doit aider celui qui n'a pas. Et aujourd'hui, on a dans les Américains, l'Amérique du Nord, l'Europe, un bloc asiatique qui ont la chance de pouvoir avoir, les Russes aussi. Je pense qu'il aurait été humain, tout simplement, de partager avec ceux qui n'ont pas l'Amérique du Sud, l'Afrique. Il y a aussi une autre chose, je le vois ici, et c'est surprenant, c'est là où il y a une différence culturelle. C'est que comme le Covid touche essentiellement des personnes âgées, malheureusement, qui décèdent, ici, j'étais très surpris, je demandais à mes collaborateurs, est-ce que dans votre entourage, vous avez des gens qui ont été touchés par le Covid? La réponse était très surprenante. Mais tu sais, Aziz, ce sont des personnes âgées. Ça ne nous intéresse pas de savoir de quoi ils sont morts. S'ils sont âgés et qu'ils sont morts, c'est normal, ils sont âgés. Et c'est une. Il n'y a pas de jugement à avoir, c'est juste une réponse qui traduit Fatalité, une certaine fatalité, oui. Qui traduit une perception de la vie, en plus de la fatalité. Alors là, ici, on entend, c'est le Covid, c'est Allah qui l'a envoyé, c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est le destin, il faut faire face. Enfin, il y a une sorte de fatalisme qui peut être surprenant, mais qui est aussi une solution, parce que finalement, ça permet d'appréhender les obstacles et les difficultés de la vie d'une autre manière. Alors, 3 livres déjà, est-ce qu'on aura un 4e peut-être sur l'Afrique? Oui, j'y pense. Il y aura probablement un 4e sur l'Afrique, sur l'entrepreneuriat en Afrique et sur toutes ces découvertes, ces rencontres, des anecdotes bien sûr, des choses très drôles, des choses très touchantes. Oui, c'est en cours de rédaction. Je verrai quand je le sortirai. Il n'y a pas de précipitation sur le sujet. Eh ben, nous serons là pour en parler, pour t'inviter à nous en parler. Merci beaucoup, Aziz, d'avoir accepté notre invitation et bon séjour à Dakar.